Percer dans le rap, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui essayent, peu qui réussissent, et une fois que t'es parvenu à te faire ta place, le plus dur, ça va être d'y rester. Et ouais, t'as des nouveaux rappeurs tous les jours, des nouvelles trends, des nouvelles modes, etc. Et si tu t'adaptes pas, malheureusement, tu disparais. C'est le cas de pas mal d'artistes d'ailleurs, qui sont passés de la lumière à l'ombre en quelques années, mais plutôt que de s'attarder sur eux, est-ce que tu t'es déjà demandé lesquels d'entre eux ont réussi l'impossible? Lesquels d'entre eux ont réussi à soulever des montagnes pour passer de rappeurs quasi enterrés à numéro 1 du rap pour certains? Là, commencer cette vidéo sans parler du principal concerné, l'homme qui m'a donné envie de faire cette vidéo, aka l'homme qui sautait dans les trains pour récupérer ses carnets de notes. Je parle évidemment de Monsieur La Fouine. Clairement, quand on parle d'exemple de comeback dans le rap français, c'est un des premiers qui vient en tête, et légitimement vu tout ce qu'il fait aujourd'hui. Il est d'une popularité somme toute inespérée, du moins actuellement je l'entends, puisque parmi les rappeurs de sa génération, c'est clairement un de ceux qui a le mieux vieilli, en ayant appris à garder une image tendance avec des artistes actuels. Son regain en popularité sur les dernières années, il est pas dû au hasard. Mais pour mieux comprendre comment est-ce qu'il a pu faire, il faut déjà s'intéresser sur qui est La Fouine et quel a été son parcours jusqu'ici. La Fouine, de son vrai prénom Laouni Mouhid, c'est un rappeur originaire de Trappes dans le 78, qui commence le rap dans le début des années 2000 après avoir passé quasi toute sa vie à faire de la merde. Ouais, je pèse mes mots, mais La Fouine, avant de commencer le rap, c'était une catastrophe. Il arrête les cours avant le brevet, il part en foyer, il part 4 fois en prison, il vole, il bédave, enfin bref, très clairement, il devient la caricature du jeune de cité imaginé par Éric Zemmour. D'ailleurs mon frérot, je te prends juste 30 secondes pour te rappeler de t'abonner et d'aimer, vraiment ça m'aide de fou et ça me soutient énormément. Je vois bien la différence quand je le dis et quand je le dis pas, donc voilà, je t'embête pas plus, on reprend la vidéo. Évidemment, même s'il part d'un contexte difficile, ayant grandi dans une forte précarité, il enchaîne un peu tout ce qu'il faut pas faire. Mais heureusement pour lui, un jour, il va le concevoir. Ouais, alors qu'il est en prison pour la je sais pas combienième fois, il va avoir le déclic et se dire que sa place, elle est pas dans une cellule en béton, mais plutôt dans un studio à faire ce qu'il a toujours rêvé de faire, du rap. Étant depuis petit un grand fan de ce genre musical et même de manière générale de musique, il se dit qu'il y a quelque chose intégré là-dedans. Et c'est ce qu'il va commencer à faire en envoyant son premier projet en 2001 intitulé J'avance. Bon, en vrai, ça va pas être un succès de dingue, ça va surtout faire du bruit autour de chez lui, mais ça fera quand même suffisamment de bruit pour arriver aux oreilles de certaines personnes de l'industrie qui, au fur et à mesure, lui ouvriront des portes. Parmi eux, je pense évidemment à L.I.M qui va l'inviter sur un de ses projets, mais aussi Alibi Montana. Mais le highlight de sa carrière à ce moment, c'est bel et bien sa participation au Urban Peace de 2002. Alors pour expliquer à certaines personnes qui ne sauraient peut-être pas ce que c'est, Urban Peace, c'est une série de concerts organisés au Stade de France, avec cette année-ci quelques petits rappeurs pas trop connus comme Oxmo Puccino, La Funky Family ou encore Arsenic. Ouais, en vrai, c'est une opportunité de dingue, une occasion en or pour un petit rappeur de 21 ans de juste jouer dans le plus grand stade de son pays, surtout aux côtés de ces légendes du rap français que je viens de te citer. Et globalement, à cette période, la carrière de La Fouine, elle va commencer à être sur la pente ascendante. L'année suivante, il va signer chez Sony son premier contrat. Ça peut paraître un peu banal aujourd'hui ou un peu obsolète, mais faut se rappeler qu'à l'époque, c'était vraiment le synonyme d'avoir percé. En 2005, il va sortir son premier album intitulé Bourré au son, un projet archi sous-coté dans sa discographie à mon goût, fortement inspiré des sons de la côte ouest. Même si celui-ci ne fonctionnera pas trop, tant pis, il garde la même résilience et son prochain du nom de Aller-Retour, lui, fonctionnera quand même un peu mieux. Et ça notamment avec un morceau que tu connais forcément, Qui peut me stopper. Mais qui peut me stopper? Je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Bref, La Fouine commence bel et bien à se faire une place en tant que rappeur accompli de la scène francophone. Il passe le step de rookie à confirmer, clairement ça commence à devenir une des stars du moment, un des premiers visages à qui on pense quand on dit rap à cette période. Son côté mélodique et assez novateur séduit une grosse partie du public qui trouve en lui un sacré élément de différenciation. Mais ce début de succès, il va pas s'arrêter là. Avec Capital du Crime volume 1 en 2008, une première mixtape d'une longue série qui deviendra culte dans sa carrière, mais surtout Mes repères en 2009, aka le point culminant de sa carrière à ce moment et de très loin, Fouine façonne un album cultissime qui a marqué toute une génération à une époque où le rap était un peu en perdition, il faut le reconnaître, en tirant son épingle du jeu comme Never avec des classiques incontestés du rap français. Il a pris 20 piges, Redouane a pris du ferme. Ouais bon, j'ai pas déblatéré 50 ans sur cet album puisque c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas tu l'auras compris, ça aurait été une étape super importante dans la carrière de Fouine de 1, mais aussi dans le rap français de 2. Mais si à cette époque, tu l'auras compris, le rappeur de trap était clairement à son max, et il est resté les quelques années à venir avec ses projets Capital du Crime 2 ainsi que son double album La Fouine versus Laouni, clairement ça a aussi commencé à être le début d'un nouveau chapitre. Ouais, à partir de son 5e album Drôle de parcours, clairement il va commencer doucement mais sûrement à devenir un peu obsolète, même s'il rencontre
rencontrera un joli succès commercial, notamment avec le son Ma Meilleure qui tournera en boucle de partout, narrativement il va commencer à se perdre un peu, puisqu'en voulant développer une stratégie de plaire à littéralement tout le monde, il va finir par ne plaire à personne. Bon, évidemment, quand je dis personne, tout est relatif, tu m'as compris, mais en tout cas, c'est certain, c'est pas le même succès d'estime que sur Aller-Retour ou Mes Repères. Et surtout, il va aussi manger une grosse bastos avec le diss track de Booba AC Milan qui lui était destiné et surtout qui va devenir un énorme hit. Bref, les années qui suivent vont être des années assez sombres dans sa carrière, on va pas se mytho. En 2014, il sort un album collaboratif avec la Team BS, en 2016, il sort Nouveau Monde, en 2018, il sort Sombre, en 2020, il sort Bénédiction. Globalement, c'est sûrement que des albums que tu connais pas, et à juste titre en vrai, puisqu'on va pas se mentir, ils sont vraiment pas dingos, ils ont pas marqué les esprits. La strat de Fouini d'essayer de devenir ce rappeur mainstream au sens le plus large du terme, au point d'être apprécié par ton grand-père, elle était pas hyper réussie et surtout il avait toujours l'étiquette de rappeur malgré tout. Surtout qu'en plus de ça, avec le second âge d'or du rap à partir de 2015, clairement il est vite devenu obsolète. Très clairement, on aurait pu penser de lui à cette période qu'il devienne un énième rappeur des années 2000 qui n'a pas su gérer son buzz. Mais t'auras remarqué quelque chose, depuis pas si longtemps, on le voit plus en pétard que jamais. Une question peut alors se poser lorsque l'on constate son retour en puissance. Comment est-ce que La Fouine a fait pour redevenir la star qu'il était dans les années 2000 ? Et bien pour ça, petit retour en 2024, il y a déjà 2 ans, lorsque La Fouine a donné un show de tous ses morceaux phares de sa carrière à la Cérémonie des Flammes. Concert qui a littéralement retourné la scène rap à cette période. Ouais, après avoir reçu l'opportunité de performer pour un tel événement, le rappeur du 78 a parfaitement su saisir la perche, en flairant la petite étincelle de buzz qui commençait à se rallumer pour lui. En plus de ça, son opportunité, il ne l'a pas volée, puisque Bouscapé, qui en est l'organisateur, a un peu essayé de se racheter une image après avoir surfé sur sa traîne en 2024 où tout le monde se foutait un peu de lui. Suite à cette prestation qu'il a remis sur le devant de la scène, il faut bien lui reconnaître une chose, et qui est aussi la raison de son regain en popularité sur la scène actuelle, qui est à savoir son intelligence. En sortant Capitale du Crime Radio Volume 1 et 2, mais aussi son dernier album État des lieux, Fouini a parfaitement su re-rentrer dans la tendance en modernisant son image, que ce soit visuellement comme artistiquement. On l'a vu feat avec des gars comme Genesio, Zequin ou plus récemment Timar. Clairement, ça fait plaisir de voir qu'il s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui, mais en plus de ça, qu'il le considère. Sa modernisation, combinée à un talent de rappeur qui entraîne depuis plus de 25 ans maintenant, clairement, ça a été la solution miracle pour faire renaître le phénix de ses cendres. La Fouine a fait un retour clairement inespéré dans le rap français, peut-être même le plus gros jamais réalisé si on regarde avec un peu plus d'attention parmi toutes les légendes de ce genre. Et clairement, son comeback est bien mérité au vu de son parcours et de sa remise en question qu'il a effectuée sur ces dernières années. Ok, là on s'attaque à un très gros pilier du rap français, même de la musique française en vrai de vrai, puisque très clairement Gims en 2026, c'est plus que du rap, mais c'est aussi un symbole de la variété française. Après plus de 13 ans de carrière solo au moment où l'on se parle, il revient de très loin, et dans tous les sens du terme, que ce soit autant sur ses origines que dans le comeback qu'il a fait ces dernières années, parce que oui, j'en vois venir certains qui pourraient se dire « Oui, mais Gims, il a toujours staté, il a toujours eu du buzz, etc. » Et c'est vrai, Gims a toujours été populaire, mais très clairement, il y a une période où il était quand même un peu plus en perdition, on va pas se le cacher. Si aujourd'hui, tout le monde écoute son featuring avec Lamano, avec Théodora ou que sais-je, il y a quelques années pas si lointaines que ça, il n'y a pas grand monde qui le calculait le frérot. Évidemment, avant de comprendre comment est-ce qu'il a fait ce back-to-back et pourquoi est-ce qu'il est dans la vidéo, comme avec La Fouine, c'est essentiel de savoir d'où il vient, parce que là aussi, on y trouve une explication. Bon, je vais pas trop faire une vidéo complète sur lui, ça je l'ai déjà fait, mais pour te recontextualiser, Gims c'est un rappeur originaire de Kinshasa dans l'actuelle RDC qui a immigré à Paris dans le début des années 90. Rapidement, ça va être la galère pour lui, mais genre la belle galère. Il va dormir dans des squats, dans des halls et globalement partout où c'est possible, mais heureusement il va découvrir le rap et ça va le sauver. Il le sait pas encore à cette période bien sûr, mais en tout cas il va monter son premier groupe avec ses potes de l'époque en 2002 du nom de Section d'Assaut. Évidemment à cette période c'est encore loin d'être ce que c'est, mais tu connais, ils vont charbonner de toute manière, ils ont un peu que ça à faire. Ils poncent un peu toutes les salles de Paris etc. et ça va commencer à payer vers 2007-2008. À cette époque ils sortent leur premier projet, je parle évidemment de l'écrasement de tête, les chroniques du 75, enfin bref, ils sont actifs, mais une chose se constate, c'est qu'ils rappent à fond. Et ça va nous intéresser pour la suite. Quelques années plus tard, en 2010, ce sera l'année du tournant pour Gims et le collectif. Ils sortiront le très célèbre L'école des points vitaux, mais à partir de là, ça y est, ils vont devenir des superstars. Tout le monde les voulait en showcase, tout le monde les voulait en concert, tu pouvais même pas faire 100 mètres dans la rue sans croiser un raclo avec une casquette Watibé. Enfin bref, c'était clairement un engouement comme il n'y en a pas eu des tonnes. Évidemment, qui dit succès collectif dit aussi succès individuel, il y en a toujours certains qui se démarquent plus que les autres dans un groupe, et dans celui-ci, tu t'en doutes, ce sera Maître Gims, qui certes était un très bon rappeur
rappeur, et j'insiste là-dessus, mais qui était surtout un excellent chanteur. Et ouais, c'est pas pour rien qu'il a su mieux tirer son épingle du jeu que les autres, puisqu'avec sa voix qui était clairement une voix à refrain, c'était clairement lui que le public identifiait en premier. Et ça, c'est un très gros avantage à avoir. Ça, très clairement, Gims, il l'a compris. Et il l'a compris assez vite d'ailleurs, qu'il avait un potentiel commercial bien plus développé que les autres. Puisque la musique qui se vend le plus, c'est pas celle qui se rappe le mieux, mais c'est la musique simple que tout le monde peut chantonner sous la douche. Alors attention, je dis pas que simplicité est égale facilité. C'est super compliqué de faire un morceau qui deviendra un tube. Ça demande un certain recul, une certaine expérience de ce qui fonctionne et une analyse des tendances actuelles. Bon, même si à l'époque, on était encore loin de faire de la musique pour calibrer une trend de TikTok, il y avait quand même un volet commercial qui était juste indispensable, comme il l'a toujours été d'ailleurs. Et très clairement, Gims, c'était le profil parfait pour y répondre. D'ailleurs, à cette période, donc à partir de 2010, il va clairement s'émanciper petit à petit du côté rappeur, même si en soi il continuera toujours et que ses projets futurs auront pour certains des morceaux rappés qu'il ne faut pas lui enlever. Clairement, il a compris le filon. Il a compris le filon puisque, il faut le rappeler, mais à l'époque, le rap, ça payait pas tant que ça. Si par la suite c'est devenu le genre numéro 1 en France, à cette époque, c'était pas le cas. Et la pop, au contraire, c'est ce qui tournait le plus. L'idée d'allier des morceaux pop justement avec une image, une construction, un blason hip-hop, elle avait un potentiel de fou, puisqu'elle dégageait une image de nouveauté, une image de Jones branché qui écoute des trucs à la mode. Bref, le plan de Gims était bien rodé à cette période, comme tu l'auras compris. Le boug a compris qu'il devait s'émanciper des codes de sa musique pour taper plus gros. Globalement, un peu ce que La Fouine a essayé de faire, mais lui, il a réussi. Bon, je vais pas te passer un extrait de tous ces morceaux qui ont pété les scores dans les années 2010, puisque je pense que tu les as suffisamment entendus. Pourtant, malgré tous ces succès et tous ces morceaux que tu connais par cœur, au début de la décennie des années 2020, il y a un constat clair qui s'est fait sur Gims et sa musique, c'est qu'elle commençait un peu à devenir has-been. Sans manquer de respect ou quoi que ce soit, clairement, sa hype était un peu passée, et ça se ressentait dans les ventes qui, clairement, sont un indicateur assez pertinent dans le cas d'un artiste comme lui. Son album Le Fléau, par exemple, paru en 2020, c'est un total de 250 000 ventes, ce qui certes est un score de fou pour n'importe quel artiste, on va pas se le cacher, mais ce qui est aussi 4 fois moins que son album précédent. Et encore pire avec son album Les Dernières Volontés de Mozart, c'est du 60 000 ventes au total. Si évidemment, et soyons bien clairs, ces scores-ci pour Gims sont des piètres scores et sont pour certains artistes des scores de rêve, il faut quand même pas être mauvaise langue et avouer que c'est pas dingo par rapport à ce qu'il a fait auparavant. Maintenant, on peut se poser une question vis-à-vis de ça, mais alors pourquoi est-ce que soudainement il est devenu has-been l'ancien? Une des raisons qui explique pourquoi est-ce que Gims n'a pas rencontré autant de succès sur cette période et pourquoi est-ce qu'il était en perte de vitesse, c'est pour la simple et bonne raison que la pop, ça vend moins que le rap. Ouais, ça paraît archi contradictoire ce que je viens de te dire, sachant que je t'ai rabâché juste avant qu'il avait arrêté le rap entre grosses guillemets pour se lancer dans la pop, mais ça, quand il l'a fait, c'était en 2013. Et là, il y a 10 ans qui sont passés. 10 ans pendant lesquels le rap a commencé à s'imposer comme la première musique en France, celle que tout le monde écoute. Et forcément, quand t'es un artiste aussi grand public que lui, il faut s'aligner avec ce que le grand public écoute. Et ouais, elle est là la distinction, c'est que Gims, tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas un artiste pop ou un artiste rap, c'est un artiste grand public. Et forcément, quand tu es grand public, il faut faire ce qui plaît au grand public. Ça paraît cohérent. Si je dois te prendre un exemple pour illustrer mes propos et par la même occasion t'expliquer comment Gims a fait pour revenir au top des charts, c'est assez simple. Il est passé de faire des feats avec Carla Bruni à Lamano en l'espace de 3 ans. Ouais, il a capté qu'en s'alignant plus ou moins sur la frontière du rap, sur laquelle il est légitime d'ailleurs, en collaborant avec des artistes catégorisés comme tels, très clairement, il y avait une pièce intégrale et il nous l'a bien prouvé récemment. Globalement, si on devait résumer comment est-ce qu'il a pu faire son comeback, c'est pas tant en disant qu'il a changé la recette, mais plutôt en changeant les ingrédients, c'est-à-dire en collaborant avec les artistes qui sont le plus écoutés aujourd'hui, c'est-à-dire Lamano ou Théodora, et pas Carla Bruni ou Vita. Et en vrai, quand tu vois à quel point il est en place aujourd'hui, tu peux qu'applaudir très clairement son retour sur le devant de la scène, même limite au premier plan de celle-ci, tant 2025 a été son année. Grâce à une musique fédératrice et un sens du hit qui ne l'a jamais quitté, très clairement, on peut dire que Gims a tapé un des comebacks les plus mérités du rap français. Ouais, mais moi je suis heureux, noche je roule ma beuh, musique je roule un peu. Madeleine 2 semaines sur 2. Ah là là, comment faire une vidéo sur les meilleurs comebacks du rap français sans parler de Monsieur DC's, aka l'homme en top des charts depuis je sais pas combien de temps avec son récent morceau Mélodrama en featuring avec Théodora. Si aujourd'hui, et clairement il est plus en place que jamais avec un album récent, un featuring qui tourne de partout, exercice dans lequel il n'est pas à son coup d'essai d'ailleurs, en témoigne celui avec Damso paru il y a bientôt 4 ans, faut quand même admettre que ce regain en puissance qu'il a pu faire sur ces dernières années,
succès, il est pas dû au hasard. Et surtout qu'il arrive après plus de 26 ans de carrière quand même. Pour te mettre un peu de contexte, DC's, c'est un mec originaire d'Evry dans le 91 qui a découvert le rap à une période où c'était un peu le premier âge d'or. IAM, NTM, MC Solar, enfin bref, comme pas mal d'ados issus de banlieue dans les années 90, il tombe les deux pieds dedans. Évidemment, il va commencer comme pas mal de jeunes à lui aussi se mettre au rap. D'abord avec son groupe Rimmer à Gage avant de sortir son premier maxi solo, Bête de bombe, et là, ça va d'emblée être le succès. Ouais, ça paraît fou comme ça, je suis d'accord, mais DC's, il a un peu eu le début de carrière rêvé de tous les rappeurs à cette époque. C'est-à-dire faire du son, espérer que ça pète et se faire repérer par quelqu'un de bien en place dans l'industrie. Et plot twist pour DC's, ça va être le cas, il va se faire repérer et pas par n'importe qui d'ailleurs, puisque ce sera par Akhenaton en personne, plutôt sympa. En plus de ça, le rappeur de Marseille, il va pas juste lui envoyer de la sephore et lui dire « t'es un bon garde la pêche ». Non, il va aller plus loin que ça puisqu'il va l'inviter à venir faire un morceau sur la bande son de Taxi 2. Le step est pas mal. Ce coup de visibilité assez soudain et cette mise en lumière express, ça va lui permettre dans la foulée de signer son premier contrat en maison de disque pour sortir un album, et comme l'histoire semblait déjà bien écrite pour lui, sur cet album, il va lâcher ça. Oui bon, ce morceau tu l'as forcément déjà entendu, il est issu de son premier album Le Poisson Rouge paru en 2000 et ça va être un énorme succès commercial puisque le morceau va vendre pas moins de 1 demi-million de copies. Clairement, DC's, il commence sa carrière dans les starting blocks. C'est assez rare de voir des artistes casser autant les scores dès leur premier album, surtout à cette période puisqu'il n'y avait pas les trends ou autre manière de devenir viral comme aujourd'hui. Non, là c'était du vrai succès pur et dur, arrivé d'un coup comme ça, mais forcément tu t'en doutes, il y avait un revers de la médaille et celui de DC's La Peste lui a joué quelques tours. Et ouais, avec le succès de son single Je pète les plombs, les gens ne retenaient que cette partie de lui, que ses paroles gauleries, en le catégorisant rapidement comme le rappeur un peu gaulerie là. La case dans laquelle il était mise le réduisait un petit peu au rang de rappeur drôle, pas hyper sérieux, ce qui forcément le discréditait un peu quand il voulait prendre la parole sur des sujets plus profonds. Ce qui est assez ingrat en plus, c'est que DC's n'a pas attendu pour se positionner, il le fait depuis le début. Mais forcément, les médias préféraient mettre en avant son côté rigolo plutôt que son côté engagé. Ce manque de compréhension et d'interprétation de la part du monde médiatique qui in fine découlait sur les fans qui le percevaient comme on le décrivait, ça a poussé à un peu le perdre artistiquement, à cheval entre le DC's drôle et le DC's engagé. D'un côté, t'as sa maison de disques, ses producteurs et compagnie qui le poussaient à s'engouffrer dans cette image car intéressante d'un point de vue commercial, et de l'autre, lui, ne voulait pas non plus trahir ses origines et ses revendications. Au final, ce flou artistique, il engendrera une période assez compliquée, avec d'abord la parution de Jeux de société en 2003, un album rap qui passera un peu sous les radars, et Itinéraire d'un enfant bronzé en 2004, un album axé sur ses racines sénégalaises qui lui passera complètement à la trappe. Par la suite, en 2005, il reviendra avec Les Histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue, un album qui lui fonctionnera avant d'attendre 4 longues années pour nous lâcher le prochain qui lui sera plus mitigé. Ouais, après avoir passé des années et des années à se chercher, après s'être senti le cul entre deux chaises, à la fois en tant que rappeur avec des textes drôles et engagés, mais aussi en tant que personne, en tant que sénégalo-français, en tant que banlieusard mais artiste qui gagne bien sa vie, très clairement la présence accrue et insoutenable de contraste au sein de sa vie l'a poussé à vouloir arrêter la musique vers 2009 avec son fameux album This Is The End. Présenté comme le dernier projet rap de sa carrière musicale, DC's va complètement tourner la page et essayer d'entamer une transition vers des sonorités électropunk en produisant l'année suivante Dans le ventre du crocodile sous le nom de Peter Punk. Ouais, là on peut dire, il a pété les plombs, il a voulu faire une Kid Cudi en quelque sorte en voulant s'exfiltrer du monde du rap via le prisme de l'électro, mais forcé de constater que ça va pas de ouf fonctionner. Et ouais, que ce soit son ancien public rap qui ne l'a pas suivi ou encore son nouveau public rock à qui il s'adresse, personne n'a vraiment trouvé son bonheur avec cette nouvelle facette de sa carrière, il faut se l'avouer. Bref, après un petit peu plus de 10 ans de carrière, DC's est un peu arrivé à un point de non-retour et clairement l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais tu l'auras compris, s'il est dans cette vidéo, c'est qu'il a tapé un sacré comeback. Et alors comment il a fait? La réponse à cette question, elle est simple, c'est qu'il a commencé à re-rapper. Mais mieux. Non, en vrai, plus sérieusement, l'appel du rap était trop puissant et surtout les règles du jeu commençaient un peu à changer. Même si on n'était pas encore au prime de l'autoproduction et de l'autonomie ou que sais-je, tu pouvais déjà un peu plus entreprendre de ta personne. Avec l'essor des réseaux sociaux comme YouTube, Skyblog, Facebook, il y avait une perche à saisir. En témoigne le succès des Orelsan, 1995 ou que sais-je, qui se sont fait leur communauté sur ces plateformes-ci. Ce qui, on le verra, va donner quelques idées à notre bon vieux DC's. En asseyant une productivité remarquable, notamment avec sa série de vidéos YouTube qu'il a tenue pendant près de 2 ans, et petit à petit, ça va commencer à fonctionner. Avec la trilogie des projets lucides, il va retrouver les charts, il va retrouver de la reconnaissance, même si c'était pas encore à 100% ce qu'il attendait. Mine de rien, en étant davantage lui-même et surtout en concordance avec la situation du rap actuel, ça va commencer à fonctionner. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que ça sera que le début d'une pente ascendante dans sa carrière. Avec Rap Machine paru en 2015, un album pour le coup très rap, autant dans sa communication que dans sa production, DC's met la barre haute. Mais évidemment, ce sera rien comparé à ce qu'il sortira par la suite. Je parle évidemment de Pacific
Pacifique. Et ouais, là clairement on atteint un pic qu'il n'avait jamais atteint dans sa carrière selon moi. C'est vraiment la frontière du nouveau DC's entre guillemets, du moins le DC's moderne, celui que tout le monde connaît aujourd'hui et surtout que la jeune génération connaît aussi. Par la suite, la continuité de sa carrière lui donnera raison à son choix de s'être émancipé, d'avoir pris une décision sur qui être aux dépens de que faire, et ça se ressentira sur ses projets futurs. D'ailleurs, tout comme les autres artistes de cette vidéo, lui aussi il a capté que la nouvelle génération n'était pas une menace, mais une opportunité de pouvoir se développer en passant un peu le flambeau, puisqu'il lâchera les très connues rencontres en feat avec Damso et Mélodrama avec Théodora. Il montrera aussi sa structure sublime dans laquelle il produira pour Runa ou encore Luther, preuve de plus qu'il a lui aussi su s'adapter aux tendances actuelles en ne les rejetant pas mais en les acceptant. Et très clairement, après avoir passé une bonne partie de sa carrière à ramer, galérer, se chercher, on peut finalement dire que DC's a parfaitement su se trouver pour taper un des plus gros comebacks du rap français. Je vous remercie d'avoir guetté la vidéo jusqu'au bout les frérots. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'elle vous a quand même un minimum plu, donc je vous le rappelle, mais n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer, vraiment ça fait toute la différence. Et nous on se dit à dans pas longtemps, bisous bonheur.